Si la presse chinoise était libre, le coronavirus ne serait peut-être pas devenu une pandémie. Ce sont les mots de l'ONG Reporters sans frontières. La Chine se situe au 177e rang sur 180 dans le classement mondial RSF de la liberté de la presse en 2019. Ça veut dire qu'il y en a seulement 3 derrière. Et d'après RSF toujours, sans le contrôle et la censure imposés par les autorités chinoises, les médias du pays auraient informé bien plus tôt sur la gravité du coronavirus et des dizaines de milliers de vies auraient ainsi pu être épargnées. Pour en parler avec nous, nous sommes avec Christophe Deloire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire ou directeur général de Reporters sans frontières. Vous êtes le patron, en quelque sorte. On pense, Christophe, à ces images récentes de Chinois qui font la queue devant les funérariums pour récupérer les urnes funéraires de leurs proches. Est-ce que les chiffres communiqués par la Chine sont exacts? Je vais le donner. Le pays parle de 2538 morts à Wuhan. En tout cas, il y a des enquêtes, et y compris des enquêtes de journaux chinois, d'un journal économique chinois qui s'appelle Caixin, qui tendent à démontrer que le nombre d'urnes funéraires commandées est bien plus important que la mortalité due au coronavirus invoquée officiellement par les autorités chinoises. Donc, l'avenir dira si il y a eu un mensonge chinois sur le nombre de décès dus au coronavirus. Mais ce qui est d'ores et déjà certain, c'est effectivement que si dès le début, il n'y avait pas eu un contrôle de l'information absolument dément comme c'est le cas en Chine, alors les autorités publiques auraient été forcées de prendre des dispositions beaucoup plus tôt, le public aurait pris ses précautions, les pays étrangers auraient été mieux informés, bref, ça aurait vraisemblablement changé la donne. En tout cas, ça aurait permis à de multiples acteurs de prendre de meilleures décisions au moment des prémices de l'épidémie. Puisque vous en parlez, je vais le citer, les habitants de Wuhan qui recommencent à sortir dans les rues, puisque c'est un peu la fin du confinement. On a vu des photos de files d'attente de gens qui allaient récupérer les cendres des proches décédés. C'était le sujet du média Caixin dont vous parliez. Clichés qui ont été censurés par Pékin, c'est bien ça. Et il y a un journaliste lanceur d'alerte sous le pseudonyme, je vais le donner, Regard froid sur la finance. Il a calculé qu'il y avait 500 urnes rendues à peu près chaque jour par les 8 ou 9 crématoriums de la région. Il a fait le calcul. Il estime à 59 000 le nombre de décès pour la seule ville de Wuhan, donc 20 fois plus que la version officielle. Est-ce que là, ça paraît pas trop énorme, ou est-ce que non, vous croyez ceci plutôt qu'évidemment ne pas croire les Chinois, ce qui semble quand même une évidence? Non, moi je croirais simplement quand des preuves seront divulguées. La presse, et une partie de la presse chinoise d'ailleurs, faut le saluer, fait son travail. Alors peut-être d'ailleurs avec des accointances à Pékin, parce que ça permet de faire reposer la responsabilité sur les autorités locales. Tout ça peut, quand on connaît la situation chinoise, évidemment, être instrumentalisé. Il y a parfois de la chasse aux sorcières, effectivement. En tout cas, ça peut permettre de rediriger les suspicions pour éviter que le pouvoir de Pékin lui-même soit mis en cause. En tout cas, il est important qu'on sache, mais ce qui est patent, c'est que la Chine est un pays qui a une responsabilité, enfin dont le régime a une responsabilité, et que ce régime, il a contrôlé l'information au début de l'épidémie, que de manière générale, c'est un régime qui dit, au fond, quand on contrôle l'information, c'est une affaire intérieure. C'est nos affaires à nous, les Chinois. Et alors argument, cette épidémie de coronavirus prouve que cet argument, il ne tient pas. Il n'y a pas, la censure, ça n'est pas une affaire intérieure. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité de ceux qui oppriment les journalistes, elle est vis-à-vis de l'ensemble du monde, parce que la répression à un endroit, l'incarcération de journalistes, la censure, ça a des conséquences partout. Et l'épidémie de coronavirus le prouve. Alors vous refaites avec Reporters sans frontières toute la chronologie de la crise du coronavirus, et vous ne démarrez pas en décembre, mais le 18 octobre, avec la simulation d'une épidémie réalisée par le centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire. Expliquez-nous, Christophe Deloire. Ce centre Johns Hopkins, effectivement, en octobre dernier, avait effectué une simulation de pandémie de coronavirus. Il avait alerté la communauté internationale d'un résultat glaçant, prévoyant potentiellement des millions de morts en 18 mois. Mais comme l'Internet chinois est isolé, qu'il y a un système élaboré de censure électronique, que les médias sont contraints de suivre les instructions du Parti communiste, ni le public, ni même au fond les autorités se sont intéressés à cette information qui provenait des États-Unis. Le problème, c'est que quand un pays est mis sous cloche, ça prive à la fois l'étranger d'informations qui seraient utiles, d'informations relatives à la situation intérieure, et à l'inverse, ça prive aussi
et jusqu'au régime lui-même. C'est ça l'absurdité de ces régimes autoritaires et despotiques. C'est qu'eux-mêmes sont empêchés de travailler de manière pertinente parce que leur système de répression du journalisme, leur système de contrôle de l'information, les empêche d'avoir des informations pertinentes pour agir. Mais il y a eu ensuite de nombreuses alertes. Le 25 décembre, la directrice du département de gastro-entérologie d'un hôpital de Wuhan entend parler d'un cas d'infection qui touche le personnel médical. Elle se doute dès la première semaine de janvier que l'infection est transmissible d'humain à humain, mais elle ne donne pas l'information aux médias. Pour quelle raison ? En fait, les médecins à cette époque-là, ils savent ce qu'ils risquent. Si jamais ils lancent l'alerte, ils ne seront pas salués, honorés et risquent un blâme professionnel si ça n'est pas de lourdes peines de prison. Et donc, cette médecin, par exemple, elle aurait sans doute pris la responsabilité d'alerter les médias. Ça aurait forcé les autorités à agir 3 semaines plus tôt qu'elles ne l'ont fait en Chine. Mais comment se fait-il qu'on ne félicite pas un médecin qui dise la vérité ? Expliquez-nous, qu'est-ce que ce régime chinois a dans la tête ? Resituons-nous à l'époque, c'est-à-dire toute fin décembre, il y a un appel des médecins, de lanceurs d'alerte, de 8 médecins de l'hôpital central de Wuhan, qui donc lancent un appel. Il y en a 8 d'entre eux qui à ce moment-là sont interpellés par la police. Ouais. Ils seront interpellés en fait le 3 janvier, officiellement pour avoir fait circuler de fausses rumeurs. Et l'un des médecins, qui est ensuite malheureusement devenu célèbre, qui est le docteur Li Wenliang, il est mort des suites de la maladie. D'accord. Et cette notion de fausse rumeur, en fait, c'est pas une notion indifférente en Chine. C'est une notion qui a été beaucoup utilisée par l'actuel président Xi Jinping, l'homme fort de la Chine. Au moment où il est arrivé au pouvoir, il a lancé une chasse aux rumeurs en disant qu'il fallait éradiquer sur les réseaux sociaux les fausses rumeurs. Et en réalité, les fausses rumeurs, c'est une appellation délicate pour qualifier les informations qui gênent le pouvoir chinois. Ça a été un instrument de chasse aux sorcières journalistiques, et qui, en période de pandémie, a des conséquences encore plus manifestes et encore plus terribles directement pour la population. Là, on parlait de l'information des Chinois en Chine, mais il y a aussi la transmission de cette information à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On va en parler dans un instant. On continue notre infomédia avec Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF. À tout de suite. Leclerc. En cette période de confinement, toutes les équipes des centres Leclerc sont mobilisées pour que vos courses se déroulent dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Nous effectuons régulièrement le nettoyage de nos tapis de caisse, des lecteurs de cartes et équipements en contact avec les mains, ainsi que des poignées de chariot et des paniers. Des écrans protecteurs sont positionnés devant les caisses. Les réapprovisionnements sont réguliers et les horaires d'ouverture vous permettent de répondre à vos besoins tout au long de la journée. Mais en cette période particulière, vous jouez aussi un rôle essentiel en respectant une distance de plus d'1 mètre avec les autres, en n'achetant pas plus que d'habitude et en étant bienveillant avec ceux qui font que nos magasins continuent de fonctionner. Parce que l'on a tous un rôle à jouer, vous pouvez compter sur nous. Leclerc. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières, l'ONG qui dénonce le retard à l'allumage, le mot est faible, des autorités chinoises dans la crise du coronavirus. Et vous dites qu'évidemment, si les Chinois avaient mieux transmis l'information, on n'en serait pas là, on aurait pu éviter des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Il y a la censure, la répression, le contrôle d'Internet. Mais vous dites que la Chine alerte officiellement l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 31 décembre, mais qu'en même temps, elle empêche l'info de se diffuser, on marche sur la tête. Oui, en fait, en même temps que la Chine alerte officiellement l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle censure la plateforme de discussion WeChat, qui est la grande plateforme de discussion en Chine. Elle censure un grand nombre de mots-clés qui font référence à l'épidémie et qui donc permettent ni aux journalistes de diffuser leur reportage, ni au grand public de recevoir des conseils de prophylaxie, ni des conseils de respect de règles préconisées par les autorités de santé. Bref, c'est d'un côté on diffuse l'information à l'organisation internationale et de l'autre côté on met un voile ou une main sur la bouche et les oreilles en Chine, ce qui empêche là encore chacun d'avoir des réactions appropriées et aggrave l'épidémie.
Évidemment, et pour vous donner raison, Christophe Deloire, en ce moment, les dirigeants chinois communiquent beaucoup sur Twitter pour faire valoir leur point de vue. Twitter, qui lui-même est interdit en Chine. Alors, plus on avance dans la chronologie des faits, plus on tombe de notre chaise. Vous dites qu'une équipe de scientifiques chinois est parvenue dès le 5 janvier, donc c'est pas hier, hein, le 5 janvier à séquencer le virus, mais là non plus, les autorités chinoises n'ont pas voulu que ça se sache, et là, on a du mal à comprendre. Pour quelle raison ? Alors, c'est difficile à dire, mais malheureusement... comme les autorités chinoises sont parmi les plus opaques du monde, il est difficile de savoir quelles sont leurs véritables motivations. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un séquençage du génome du virus dès le 5 janvier par le Centre clinique de santé publique de Shanghai. Que le 11 janvier, la Chine confirme son premier décès dû au virus. Et les chercheurs font fuiter l'information sur des plateformes en libre source, mais la réaction chinoise, enfin des autorités chinoises, parce qu'en fait il faut évidemment distinguer la population des autorités, c'est de fermer le laboratoire en représailles. Voilà comment elles réagissent. Si je comprends bien RSF, vous dites que la Chine a carrément empêché la communauté internationale de gagner un temps précieux dans ses recherches pour la mise au point d'un vaccin. Et là encore, on se demande quel est l'intérêt, ou alors est-ce que les Chinois voulaient trouver eux-mêmes le vaccin, mais là ça va donner du grain à moudre aux complotistes. Là, on est dans une forme de supputation. Au fond, moi, je ne parle que de ce que je sais ou suis en mesure de prouver. Bien sûr. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on peut avoir des formes de suspicion. En tout cas, il y a une irresponsabilité. Et la responsabilité politique, évidemment, dans une dictature à l'abri de possibles contre-pouvoirs ou d'une forme de veille par les citoyens et par les journalistes, elle n'est pas du tout exercée de la même manière. C'est l'organisation de l'irresponsabilité. Alors vous dites que si l'information avait correctement circulé, la communauté internationale aurait anticipé le risque d'une pandémie dès le 13 janvier. Vous pensez que si la même chose s'était passée dans un pays dans lequel la presse est libre, la donne aurait été totalement différente ? En tout cas, le monde entier aussi aurait pu être mieux préparé. Alors, évidemment que ça n'aurait pas fait que des mesures qui n'ont pas été prises depuis 10 ans dans certains pays l'auraient été en quelques semaines. Il ne faut pas à cet égard réécrire l'histoire, mais ça aurait permis de gagner quelques semaines. Et quelques semaines sur de telles épidémies, c'est évidemment fondamental. Et ce qu'on observe, c'est que dans le même temps, et ça c'est vraiment une preuve que les autorités chinoises veulent affaiblir le regard extérieur sur ce qui se passe en Chine, c'est que le régime de Pékin, il met dehors des journalistes étrangers. Il est dans une guerre de l'information avec les États-Unis. Il y a des mesures de représailles. Et ce vendredi, 13 journalistes étrangers, des correspondants de grands journaux, du Wall Street Journal, du New York Times, du Washington Post, ont dû quitter, on se sont vus opposer l'obligation de quitter le pays sous 10 jours, donc dans le cadre de représailles vis-à-vis d'une décision de Donald Trump. Mais ces journalistes, ces correspondants de grands médias internationaux, c'est des gens qui peuvent faire une partie du travail d'enquête et d'information de la communauté internationale. C'est tout à fait hallucinant de voir que c'est dans une période aussi terrible, et c'est un facteur, je dirais, aggravant, que le régime de Pékin décide de les expulser. Christophe Deloire, vous avez lancé hier après-midi l'Observatoire 19 en référence au Covid-19, mais également à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un outil de suivi pour évaluer les impacts de la pandémie sur le journalisme. D'un mot, il nous reste quelques secondes. En quoi ça va consister ? C'est un site, l'article 19, c'est celui qui garantit la liberté d'opinion et d'expression. Là, cette crise du coronavirus, elle prouve à quel point les grands défis globaux de l'humanité ne peuvent pas être traités sans journalisme indépendant. Qu'il s'agisse du réchauffement climatique, de l'affaiblissement de la biodiversité, de la discrimination des femmes, de la corruption. Bref, cet Observatoire 19, il vise à analyser ce qui se passe pour mieux défendre la liberté et l'indépendance du journalisme à l'avenir, c'est-à-dire l'information fiable pour tous les citoyens. Eh bien, ça nous plaît vraiment. Merci beaucoup Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. L'info continue.